La luminosité diffuse, c'est une luminosité associée à la caractéristique mat d'un matériau. Donc faisons un zoom et regardons un matériau rugueux à un niveau macroscopique. Donc ça pourrait être quelque chose comme ça. Et maintenant, quand il est éclairé, donc issu d'une certaine direction, il va renvoyer la lumière, en fait, à peu près dans toutes les directions possibles. Donc la luminosité diffuse, c'est une luminosité qui est la même dans toutes les directions possibles. Ce qui va changer la luminosité ambiante, c'est que ça dépend par contre de la source lumineuse, de la direction de la source et de la position de l'objet par rapport à la source lumineuse. Alors faisons un dessin, revenons à une échelle macroscopique, et faisons un dessin. Toujours, on a deux faces d'un objet à éclairer, d'accord? On va calculer la couleur perçue ou l'éclairage en un point P1 et puis ce qui se passe en un point P2. Je vais placer une source lumineuse, je vais placer ici par exemple une source lumineuse ponctuelle, ici en un point S. Donc on met une ampoule ici. Et donc maintenant, comment sont éclairés P1 et P2 pour cette luminosité diffuse? On s'aperçoit en fait que la face qui correspond au point P2, elle est presque en face justement de l'éclairage. Elle est presque perpendiculaire à l'éclairage. Donc on avait dit qu'en un point on associait la normale, donc un vecteur unitaire donc perpendiculaire à la face, d'accord? Donc ici que je note N2 parce que ça correspond au point P2. Et puis on avait aussi un vecteur dirigé vers la source lumineuse, d'accord? Donc un vecteur qui part de P2 et qui est dirigé vers S, mais qu'on rend unitaire, donc un vecteur ici que je note L2, d'accord? Et on s'aperçoit que ces vecteurs sont très proches, d'accord? Ça veut dire que la face, comme j'ai dit, elle est vraiment en face de l'éclairage, et donc elle va être bien éclairée. Donc maintenant, si on calcule la luminosité diffuse en ce point-là, eh bien en fait, on va renvoyer beaucoup de la luminosité reçue, et donc on va obtenir un éclairage assez gros, et par contre, ça ne dépend pas de la position de l'observateur. Donc l'observateur, s'il est là, il va recevoir ici la luminosité selon ce vecteur-là, etc. S'il est dans cette direction, il va recevoir ce vecteur-là. S'il est dans cette direction, il va recevoir ce vecteur-là. Et tous les vecteurs ici ont la même longueur. D'accord? C'est ça la caractéristique diffuse. On a dit que c'était reflété pareil dans toutes les directions. Maintenant, regardons ce qui se passe en P1. Alors P1, il a une position, enfin en tout cas la face en P1, une position très différente par rapport à la face en P2, parce que si on dessine ici un vecteur normal, donc que j'appelle N1, et le vecteur dirigé vers la source lumineuse L1, on voit que ces vecteurs, ils ne sont pas du tout collinéaires, d'accord? Donc ils ont un angle assez important. Et donc ça veut dire que en fait, l'intensité lumineuse reçue, disons, par unité de surface en P1 est beaucoup plus faible. D'accord? C'est comme quand le soleil se couche, il tape moins fort à la surface de la Terre. Et donc ici, on va avoir aussi des vecteurs qui sont les mêmes, quelle que soit la position de l'observateur, mais ils vont être beaucoup plus petits. D'accord? Donc on a aussi un demi-cercle, mais par contre par rapport à la luminosité ambiante, ça dépend de la position. Ici on a une luminosité diffuse très faible, et ici on a une luminosité diffuse assez forte. Passons à la formule de la luminosité diffuse. Donc on va donner la formule pour la couleur perçue par cette luminosité diffuse. Donc ça va dépendre de la source lumineuse, donc qui a une certaine intensité, que je note I source, qu'on pourrait moduler aussi par la distance, comme on a vu auparavant, entre la source lumineuse et le point qu'on est en train d'éclairer.
Ça dépend bien sûr de la couleur de la source lumineuse et ça dépend de la couleur de l'objet. Et on fait le produit ici des couleurs. Maintenant, pour l'instant, c'est juste la même formule qu'on avait pour la luminosité ambiante. Donc, qu'est-ce qui va changer? C'est qu'on va moduler l'intensité ici perçue en fonction de la position de notre point par rapport à la source lumineuse. Donc, je rappelle que pour un point P, on avait associé deux vecteurs. Un vecteur n qui était un vecteur unitaire qui était orthogonal à notre élément de surface qu'on est en train d'éclairer, et un vecteur L qui est lui unitaire mais dirigé vers la source lumineuse. Donc ces deux vecteurs N et L dépendent du point P qu'on est en train d'éclairer, de l'élément de surface qu'on est en train d'éclairer. Et donc, comment on va tenir compte? On va en tenir compte par l'angle entre ces deux vecteurs, et l'angle ici se traduit en termes de produit scalaire. Donc on va avoir un maximum entre le produit scalaire L scalaire N avec 0. Donc L scalaire N, c'est une façon de coder l'angle entre les deux vecteurs, ou plus précisément, en fait, c'est exactement le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Et pour ne pas avoir une intensité négative, dès que le produit scalaire est nul, donc dès que ce cosinus est nul ou est négatif, eh bien on se ramène à 0. C'est pour ça qu'on prend le max entre le produit scalaire et 0. C'est tout simplement pour ne pas avoir d'intensité lumineuse négative, ce qui n'aurait pas de sens. Donc ça, voilà la formule de la luminosité diffuse. Et on pourrait, comme j'ai déjà dit, moduler l'intensité de la source en fonction de la distance par rapport à la source, comme on a vu dans les précédents paragraphes. Reprenons notre éclairage de nos deux faces ici géométriques. Donc on a deux points P1 et P2 qui sont au centre de deux faces qu'on veut éclairer. On a une source lumineuse ici, par exemple une source ponctuelle qui éclaire dans toutes les directions, donc qui est centrée en un certain point S. Donc en P1, on a donc un vecteur normal N1 qui est donc un vecteur unitaire orthogonal à la face considérée, et ici un vecteur N2 donc qui est orthogonal à l'autre face. Et on a aussi les vecteurs qui sont dirigés vers la source lumineuse, donc un vecteur sur la droite qui va de P1 à S, donc un vecteur L1, et ici un vecteur L2. Donc tout ça, c'est des vecteurs unitaires, pour simplifier les expressions. Donc maintenant, quand la face ici en P2 est presque face à l'éclairage, ça veut dire que l'angle ici entre ces deux vecteurs est proche de 0. Ça veut dire que le produit scalaire est proche de 1. Donc ça veut dire que le produit scalaire étant proche de 1, la couleur perçue préserve presque toute l'intensité issue de la source lumineuse. Alors que ici, vous voyez, l'angle ici est beaucoup plus grand. Donc le cosinus de l'angle, il va être par exemple, admettons, de 0,5. Ça veut dire qu'on va transmettre que la moitié de l'intensité de la source lumineuse. Et on pourrait aussi parler des faces cachées, c'est-à-dire que la face ici en P1, mais si on regarde P1 vue du dessous, elle ne va pas être éclairée. Parce que le produit scalaire, là, à ce moment-là, le vecteur N1 serait un vecteur dirigé vers le bas pour la face cachée. Et donc le produit scalaire serait négatif, mais on a dit que quand le produit scalaire est négatif, on prend 0. C'est-à-dire que les faces cachées ne sont pas éclairées, ce qui nous arrange. Appliquons ce qu'on vient de voir pour réaliser l'éclairage de notre cône. Donc on a un cône rouge ici qui a juste sa luminosité ambiante. Donc tous les points du cône sont de la même couleur rouge assez sombre, parce que la luminosité ambiante c'est toujours quelque chose d'un éclairage assez faible. Et maintenant, on va considérer la luminosité diffuse. D'accord ? Donc on aura ici un éclairage par un spot, un cône de lumière qui serait placé en haut à droite de notre image. Donc vous voyez qu'il y a une zone éclairée et il y a une zone pas du tout éclairée, et puis une espèce d'atténuation entre notre zone éclairée et notre zone pas éclairée.
Donc ce n'est pas forcément très réaliste parce qu'on a ici vraiment des points de notre cône qui ne sont pas du tout éclairés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, on ajoute la composante diffuse avec la composante de luminosité ambiante et on obtient cette image-là. D'accord? Donc qui est une image beaucoup plus réaliste d'un cône qui est éclairé par un spot lumineux, mais quand même tous les points du cône sont aussi légèrement éclairés. Donc je vous remontre juste la luminosité diffuse. Vous voyez que le bas du cône est complètement dans le noir, alors que quand on rajoute la luminosité ambiante avec la luminosité diffuse, on obtient ici quelque chose d'assez réaliste. Alors bien sûr, toutes ces intensités de luminosité ambiante, diffuse, etc. sont des paramètres et c'est à vous de jouer avec ces paramètres pour obtenir la scène la plus réaliste possible ou avec vos goûts artistiques que vous souhaitez réaliser. Alors expliquons pourquoi c'est bien le produit scalaire qui est le bon facteur à appliquer dans la formule de la luminosité diffuse. Donc tout d'abord, il faut bien être d'accord que le produit scalaire sert à mesurer l'angle entre le vecteur normal à notre élément de surface et le vecteur petit l dirigé vers la source lumineuse. Donc je vais noter θ, l'angle entre ces deux vecteurs. Et donc la formule du produit scalaire nous dit que le cosinus de θ, c'est L scalaire n. Donc c'est la formule toute simple parce que je vous rappelle qu'on a pris soin de prendre L et n des vecteurs unitaires. Et donc la formule, c'est bien celle-là. Donc c'est une façon de faire intervenir l'angle via le produit scalaire. Et vous voyez que c'est cosinus de l'angle. Et pourquoi est-ce que c'est bien cosinus de l'angle qui est le bon choix du facteur multiplicatif? Alors on va faire une petite expérience physique. On a donc une surface horizontale à éclairer et on va prendre un éclairage ici, comme un panneau lumineux ici qui éclaire vers le bas. Donc on va prendre ici un panneau par exemple de longueur 1 et donc il éclaire ici perpendiculairement et donc la zone éclairée ici, bien sûr, elle a une longueur 1. Donc si on émet ici une énergie E0 au départ en haut, par le principe de conservation de l'énergie, on récupère en bas l'énergie E0 et on va calculer l'énergie par unité de surface. Mais comme la longueur ici c'est 1, l'énergie par unité de surface c'est E0 sur 1. Maintenant faisons la même expérience, sauf que cette fois notre panneau d'éclairage il est penché. Donc il est toujours de longueur 1, mais il éclaire notre plan de façon non perpendiculaire. Et donc vous voyez qu'il éclaire en fait une zone plus grande, d'accord, de longueur plus grande. Et la longueur de cette zone-là, c'est en fait 1 sur cosinus θ, ou qu'est-ce que c'est que θ? En fait, le vecteur normal, il est là. Le vecteur associé à l'éclairage, il est là. Et donc θ, c'est notre angle entre le vecteur n et le vecteur L. D'accord? Et donc c'est 1 sur cosinus θ. Souvenez-vous que cosinus d'un angle, c'est plus petit que 1. Donc 1 sur cosinus θ, c'est quelque chose qui est plus grand que 1. D'accord? On divise par un nombre plus petit que 1. Donc on obtient bien ici une longueur plus grande que 1. L'énergie au départ émise, c'est toujours E0. D'accord? L'énergie reçue en bas, l'énergie reçue sur l'ensemble de la surface par le principe de conservation de l'énergie, c'est aussi E0. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'énergie reçue par unité de surface. D'accord? Et comme ici, la longueur est plus grande, on divise par 1 sur cosinus θ. Donc diviser par l'inverse, c'est en fait multiplier par cosinus θ. Donc l'énergie reçue par unité de surface, c'est bien E0 fois cosinus θ.
Cosinus θ étant plus petit que 1, l'énergie par unité de surface est plus faible. C'est bien sûr ce qu'on observe dans la vie courante. Quand le soleil est au zénith vers midi, vous avez un éclairage qui est beaucoup plus fort par unité de surface. Par contre, quand le soleil se couche, la lumière est rasante et donc l'énergie reçue par unité de surface est beaucoup plus faible.